Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous. Soyez les bienvenus à l'écoute de cet épisode hors série. Lors du dernier European Open de Bruxelles, j'ai eu le plaisir de croiser la route de Johan Van Herk, ancien capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis. Il l'a été pendant près de 10 ans, entre 2011 et 2023, et il a aussi été le capitaine de la Fed Cup, devenue la Billie Jean King Cup. Ça, c'était entre 2019 et 2023. J'en ai profité pour lui demander un petit peu de me partager ses impressions sur la rencontre Belgique-France qui nous attend mardi 18 novembre. Mais nous avons aussi parlé de son tout nouveau rôle au sein de la Mouratoglou Tennis Academy. Après avoir passé 5 ans comme directeur technique à Nice, Johan est désormais basé en Malaisie pour une nouvelle mission où il a la responsabilité de l'implantation d'un centre de formation de tennis assez énorme. Il nous raconte tout ça dans ce podcast. J'en profite pour vous rappeler que j'ai récemment posté un numéro en compagnie de Sébastien Grosjean, ancien joueur français, numéro 4 mondial, et lui aussi ancien capitaine de Coupe Davis. Vous pouvez retrouver tous ces numéros gratuitement sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et si vous avez envie de soutenir Je sais des podcasts, eh bien, vous pouvez également devenir membre premium pour quelques euros par mois, moins cher qu'une bière spéciale. Et vous retrouverez plein d'autres numéros uniquement destinés à ces membres privilégiés. Cela m'aidera à poursuivre ce projet en 2026. Merci déjà d'avance. Je ne serai pas plus longue, je vous laisse en compagnie de Johan Van Herk. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Alors nous sommes vendredi, jour des quarts de finale ici à l'European Open d'Anvers, et j'ai croisé à mon plus grand bonheur Johan Van Herk il y a 2-3 jours, et donc je lui demandais est-ce qu'il voulait bien m'accorder un peu de temps pour Je sais tes podcasts, et ce qu'il fait toujours. Donc merci beaucoup Johan. Oh, je pense que le tennis doit te remercier aussi parce que je pense que c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de bons épisodes et je pense que c'est important aussi pour le tennis belge que ça soit là, qu'il y ait attention pour les joueurs belges. Et non, tu peux être honnêtement fier de ce que tu fais. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ouais. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je voulais, Johan, te voir, mais forcément d'abord parce qu'on est à quelques semaines d'une rencontre de Coupe Davis très importante, et Dieu sait en matière de Coupe Davis qu'est-ce que toi tu as représenté pour la Belgique, mais aussi simplement parce que tu as de retour de Malaisie, et là où tu occupes une place importante pour les académies de Patrick Mouratoglou. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que la dernière fois que tu es venu dans mon podcast, tu avais intégré l'équipe en France, dans le sud de la France, et puis maintenant, il y a une nouvelle académie qui est ouverte en Malaisie. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est fait ? Ça fait 5 ans maintenant que je travaille 5 ans et demi pour Patrick, et surtout notamment sur tout ce qui est Mouratoglou International. Donc, depuis 5 ans, je suis maintenant le directeur technique de Mouratoglou International. Donc, ça veut dire que tous les centres en dehors de la France, à côté de l'académie, je suis responsable pour le recrutement des entraîneurs, la formation des entraîneurs, la méthodologie sur le terrain, et en fait être tout responsable pour tout ce qui se passe sur le terrain. Mais maintenant, comment on grandit, on est à 19 centres quand même maintenant, on en a 8-9 aux États-Unis, on en a 2 en Europe, on en a en Asie, on en a en Moyen-Orient, à Dubaï, à Abu Dhabi, on en a en Afrique, au Caire. Ça devient un peu trop pour une personne, donc on m'a demandé de s'occuper d'une académie qu'on a commencé déjà il y a 3 ans en Malaisie, qui grandit, où on est à 45 enfants qui font du tennis-études en fait. Et je vais être plus là-bas pour être directeur technique du centre là-bas, et vraiment de développer un centre qui va être, nous espérons, et nous allons nous battre pour être le meilleur en Asie, et de vraiment devenir une académie qu'on a en France, de mettre ça aussi en Asie, quoi. Alors avant de parler de ce développement en Asie, est-ce que tu me parlais du recrutement des moniteurs, de la formation des moniteurs. Est-ce qu'il y a une méthode, Patrick Mouratoglou, qui est établie et sur laquelle vous devez vous baser pour transmettre finalement ? Il y a une méthodologie. J'ai fait maintenant, je pense, une quinzaine de trainings des coachs dans le passé. Et par exemple, il y a 10 commandements, où il y a 10 vidéos aussi qui sont à peu près, je pense, une douzaine d'heures de vidéos où il parle vraiment de sa méthodologie, de ses expériences avec des joueuses, aussi avec des joueurs comme Baghdatis Dimitrov et tout ça, et où il explique vraiment en détail comment lui, il voit de travailler avec un
un joueur, de comment écouter un joueur, de quoi concentrer, comment gérer les parents, leur rôle et tout ça. Donc c'est vraiment très complet dans ce qu'on fait. Donc, Uniquement sur le développement des joueurs pros, on est d'accord? Non, Okay. parce qu'on essaye de voir quand même, parce que ça c'est une idée que beaucoup de gens ont, c'est qu'on travaille qu'avec des bons joueurs, mais tout ce qui est à l'international, on a quelques académies en Malaisie, mais c'est des jeunes qui ne sont pas sur le niveau ATP, c'est des jeunes qui veulent aller en collège. Après, on a un centre à Zephyrhills, où on a un Belge qui était là, c'est Pascal Collard, qui travaille avec nous. Là, c'est une académie aussi. C'est aussi des jeunes qui veulent jouer des ITF et peut-être aller en collège ou devenir pro. Okay. On en a un autre à Atlanta. Mais ça, c'est les 3 académies où on pense vraiment au haut niveau. Les autres, on est lié à des hôtels, on est lié à des clubs où on a un junior programme, une balle rouge, jusqu'à quelqu'un qui a envie de jouer au tennis. Donc, c'est vraiment tous les niveaux de jeu, tous les âges, toutes les balles. Donc, on est là pour tout le monde. Et donc, il y a une aile spécialisée dans le professionnel. Il y a une partie de l'académie qui... Mais ça, c'est plus l'académie à Nice. Nous, on n'est pas encore là-bas. Et ce n'est pas toujours le but non plus des centres à l'étranger. On est vraiment... Une des choses que lui, il veut apporter, c'est que le tennis est pour tout le monde. Oui. Et donc, on essaye d'être là au centre pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et le haut niveau, ce n'est pas le plus important. Mais sinon, je pense que c'est tout le monde qui est vraiment... très intéressant pour nous. Ok. Et donc là, en Malaisie, où tu as démarré, comment est-ce que c'est parti de rien alors au départ? On a commencé c'est le 3e centre qu'on a ouvert. Moi, j'ai commencé en septembre 2020. Après un mois que je suis arrivé à Nice, j'ai commencé directement avec Dubaï. Dubaï, c'était le premier centre qu'on a ouvert. Après, on a eu la Grèce. Et le 3e, c'était la Malaisie, où on est dans une école où il y a maintenant à peu près 750 enfants qui sont sur une école, dont 500 qui sont vraiment en internat. On a 11 maisons de boarding house, comment je dis, des internats, des jeunes qui sont là-bas, et tous les jeunes qui sont chez nous, ils sont à l'école là-bas. Donc c'est vraiment commencé derrière. On avait 2 terrains. On a construit 5 terrains en extérieur en plus 4 en indoor. On a du terre, 2 terrains en terre, ce qui est très rare en Asie, qu'on a amené de la France, là-bas. Et on a 2 terrains en dur qui sont dans une... ils sont couverts, mais ouverts des côtés, quoi. Donc, on a 11 terrains là maintenant. On a à peu près 45 enfants qui sont là-bas, qui sont dans les programmes plus avancés, où tu joues bien 10 heures par semaine, ou bien 20 heures par semaine, ou bien on a des gens limités qui ne vont pas à l'école et qui font du école à la maison. Quoi. Okay. Donc on en a 45. L'année prochaine, on aimerait bien aller à 60. Et comme ça, on veut vraiment construire de plus en plus. Quoi. Ça a mis du temps à se développer parce que le tennis est moins populaire là-bas. Comment est-ce qu'il y a un attrait pour ce pays-là? Oui, je pense que le tennis est connu, mais il n'y a pas énormément dans cette région des centres où on peut vraiment développer un tennis pour aller au collège ou pour être même professionnel. Oui. Donc on en a quelques-uns au Thaïlande, Singapour c'est un peu moins. Et là, on est arrivé en Malaisie, on amène aussi des entraîneurs qui sont d'ici. En ce moment, on a 3 coachs français, on a un coach anglais, on a 3 coachs malaisiens, on a un entraîneur physique mexicain. Donc, ce n'est pas juste le nom qu'on est là, on est vraiment sur place pour faire une différence et de vraiment l'amener l'idée de l'Europe et d'aller entraîner les jeunes là-bas. Et est-ce que tu sens un boom justement de par votre présence au sein de ce continent qui est moins développé? On est quand même allé en 3 ans de 8 enfants à 18 à 44, 45. Donc oui, ça bouge un tout petit peu. Et oui, ça aide. Le nom aide. Il est connu dans le tennis. Donc ça aide évidemment. Mais on reste... juger sur la qualité qu'on donne sur le terrain, dans les tournois, comment on travaille avec les jeunes et tout ça. Donc ça reste quand même le jugement le plus final, si je peux le dire comme ça. C'est pas juste...
tu amènes un nom, oui, mais après, il faut quand même donner le travail et montrer ce qu'on vaut. Quoi. Ce qu'on vaut. Et la part de professionnels qui va vous solliciter en Malaisie, il y en aura ? Oui, je pense qu'il y en a. Okay. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait ce que ça veut dire. Ah oui. Mais écoute, ils apprennent vite, c'est d'une autre culture aussi. Ils sont là pour travailler, ils travaillent très fort. Donc c'est une autre culture aussi, mais ils sont prêts à y aller et à se battre pour essayer d'être au mieux possible, quoi. C'est comme la culture asiatique, on voit que c'est très strict, hein. Ils sont très drillés, surtout ils respectent bien les choses, tout à fait. Comme Carlos Rodriguez expliquait que c'est pas du tout la même chose que chez nous. Non. Là-bas, ils travaillent. Ouais. Il y a vraiment... je ne vais pas dire plus facile qu'ici, c'est différent, mais comme tu le dis, c'est tout à fait comme ça. Ils sont très respectueux. Au début, quand on est arrivé, ils ne disaient rien, les jeunes, parce qu'ils sont tellement habitués à être respectueux par rapport à des gens qui arrivent et tout ça. Donc, c'était vraiment important d'avoir ce lien avec ces joueurs qui commencent à partager leurs sentiments et tout ça, les émotions. Oui. Et là, on est là, mais oui, la culture, elle est fortement différente, ça c'est sûr. Et il n'y a pas beaucoup de tournois par là ? Non, c'est une des choses que nous, on organise aussi sur le site qu'on est. On organise 19 tournois UTR. Donc 19 week-ends, on a des tournois UTR qu'on organise pour les jeunes de notre centre, mais aussi des autres, pour amener plus de matchs, plus de compétitions. On organise un ITF, on organise un ATF, ce qui est la même chose que Tennis Europe, en moins de 14. Donc on essaye de développer. L'année prochaine, on aimerait bien avoir 3 ITF, 3 ATF. Donc on aime vraiment investir et vraiment devenir une place importante en Asie dans le tennis, quoi. Et il y a d'autres projets qui sont amenés à se développer encore en plus que ceux qui viennent de naître, là, comme tu viens de... On en a 19, là, on va ouvrir un tennis school en Californie. Je pense que ça va ouvrir fin d'année. Wow. On a un centre à Pékin. On va ouvrir un centre aussi de haut niveau à Bali en décembre. On est à 19, hein, donc oui, ça avance. Là, on commence vraiment on a prouvé qu'on peut gérer ça. Mm-hmm. Donc on a de plus en plus de demandes, quoi. Donc oui, on a plus de centres qui vont venir, ça c'est sûr. Au niveau du circuit pro aujourd'hui, qui reste dans votre giron encore, parce que comme ça change toujours, qui est encore entraîné par Patrick aujourd'hui? Mais aujourd'hui, là, il a plus non, depuis là, qu'il a fini il a arrêté avec Osaka. Ouais. Je sais que la semaine dernière, je lui ai parlé, il était sur le terrain avec Dimitrov, car lui, il a été blessé. Son coach est parti il s'occupe maintenant de Jack Draper, donc il aide un peu les joueurs. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il va retourner sur le circuit. Il y a encore dans sa fondation, il a encore des contacts avec Rune, il a des contacts avec Coco Gauff, il a des contacts avec Tsitsipas. Donc il y en a pas mal qu'il a encore des contacts avec. Oui. Mais là, en ce moment, il n'a pas de joueurs. Oui. Il se concentre aussi sur l'UTS, un tournoi qu'il organise avec un peu des autres règles, un peu plus modernes et tout ça. Donc il a plein de projets. Et n'oublie pas qu'à côté de tennis, il a encore des fitness, il a encore des salles de, de trampoline et tout ça. Oui, il y a plein de choses que les gens ne savent pas qu'il fasse encore à côté du tennis. Le tennis, c'est une partie de son travail, quoi. Et toi, ça ne te manque pas trop, la vie en Belgique ? Si, ça me manque, mais d'un autre côté, j'aime bien le challenge de devenir le numéro 1 mondial en termes de tennis coaching de tous les niveaux, d'avoir le plus on est deuxième là. On a derrière PBI, Cliff Drysdale, ils sont beaucoup aux États-Unis, ils ont 400 et des terrains, nous sommes à plus de 250. On a 120, 130 coachs qui travaillent pour nous à l'étranger. Donc on a vraiment cette ambition de devenir le plus grand dans le tennis, dans le coaching. Oui. Et j'aime bien ça, donc j'adore le projet en Asie. J'étais là dès le début. On a vécu beaucoup de trucs ensemble. J'adore les gens qui sont là-bas, les jeunes. Je crois fort dans le projet. Donc ça me manque évidemment parce que c'est beaucoup de voyages.
Mais avec ma famille, on a trouvé un bon équilibre entre être là-bas, ma famille venir là-bas, être content dans le travail, avoir le respect des gens que tu travailles avec et tout ça. Donc en ce moment, ça va bien, mais je ne vais pas faire ça 10 ans encore. Donc un jour, je reviendrai en Belgique et on verra bien ce qui va me passer là sur la route, quoi. Et tu n'importes pas un peu de la bière en Malaisie? Si, j'essaye fortement de défendre la Belgique. Mais c'est plus les chocolats que j'amène. Ah oui, ça c'est bien aussi. Et au niveau des coachs, quelles qualifications il faut avoir pour postuler à la Patrick Mouratoglou Academy? Mais je pense que quand tu es un passionné, que tu veux apprendre, que tu veux vraiment donner tout ce qu'il faut pour devenir un très bon coach, c'est ce qu'on recherche. Ouais. Déjà, il n'y a pas de secret. Évidemment, il faut avoir un certain niveau de jeu. Oui. Mais après, si tu es ouvert à apprendre, si tu es ouvert à investir dans ta carrière, je pense qu'on a plusieurs exemples qu'on a eu. On a eu des coachs qui sont commencés, qui sont maintenant, par exemple, c'est un Belge. Il a commencé comme coach à Dubaï et maintenant General Manager de Moyen-Orient et l'Afrique. Donc, il a fait coach, head coach, manager de Dubaï et maintenant manager vraiment une région. On a eu des gars qui ont commencé en international, qui sont maintenant, qui travaillent avec Patrick sur les meilleurs jeunes qu'il a. Oui. On a des coachs qui ont commencé, qui ont été des head coach en Italie, qui vont maintenant aller à Bali. Donc, il y a plein de possibilités et c'est ça que... Et chacun a sa route. Donc, on a des coachs aussi qui disent, écoute, moi, je veux être à Dubaï, je vais faire lundi, vendredi. Et c'est basta, mais c'est intéressant aussi pour nous d'avoir des coachs qui sont là, qui veulent rester, qui font le travail. Oui. Donc, tous les coachs sont les bienvenus, tant qu'ils sont motivés, passionnés par le tennis, veulent apprendre et veulent travailler, quoi. Et toi, tu as beaucoup de contacts avec Patrick Mouratoglou directement? Non, pas énormément. Il est énormément parti, il est énormément sollicité. Et une fois qu'on a gagné sa confiance, il laisse quand même assez... de liberté à faire le travail. Donc, c'est chouette, tu mènes un peu ta barque comme tu as envie. Oui, mais avec tous les documents que j'ai, je lui ai présenté. Tout est validé. Ils ont contact évidemment avec les centres, ils demandent du feedback. Et là, oui, ils me font confiance dans ce que je fais. Oui. Et donc, pour moi, c'est agréable parce que je vais plus souvent en France. Mais ils savent que quand je travaille, je suis sérieux et je prends ça au sérieux et je fais le mieux possible, quoi. Donc, s'il faut, je peux toujours lui contacter. Mais en ce moment, eux, tant que tu ne l'entends pas, tant que c'est positif. Et ce format UTS qu'il développe justement, et il y en a un qui vient de se terminer à Hong Kong, remporté par Cerundolo. Qu'est-ce que tu en penses de cette formule? Je pense que moi je suis quelqu'un d'assez conservatif. Moi j'aime bien, comme en Coupe Davis, que ça reste comme c'était. Maintenant je comprends qu'il y a des gens, quand tu vois le tennis, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire de bruit. Et tout ça, ça dure longtemps, tu ne connais pas... le timing des matchs, ça peut aller 30 minutes ou ça peut aller 2h30. Là, c'est plus lourd, il y a plus de rallyes parce qu'il n'y a qu'un service. C'est sur le temps, donc tu sais quand et quoi ce qu'ils font. Quand ça commence et quand ça termine. C'est une idée qui est intéressante. Est-ce que le tennis va évoluer par ça? Non, mais je pense que c'est, encore une fois, et ça c'est Patrick aussi, il essaye. Il investit dans le tennis, il investit dans sa marque, il essaye des trucs, il n'a pas peur de faire des fautes, mais il fera tout pour que ça réussisse. Parce que les résultats, pour lui, c'est très important. Donc ça aussi, il essaye de faire au mieux. Et je pense qu'on doit encourager ça. Il essaye au moins de faire quelque chose de nouveau, d'amener le tennis un peu dans le contexte actuel. Et je pense il faut respecter ça, quoi. Et il y a beaucoup de gros joueurs qui acceptent son invitation. Bon, je ne sais pas évidemment quelles sont les récompenses financières qu'il y a derrière. Mais bon, ça va être correct, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui est différent. Je pense que les joueurs aussi, ils peuvent être avec leur coach sur le terrain, ils peuvent parler avec le commentaire de la télé. Ils peuvent dire, écoute, là, je prends ton service. C'est un peu plus interactif, c'est un peu plus pour les jeunes, quoi. Donc, c'est intéressant à voir et j'admire beaucoup qu'il essaye de faire ça, quoi. Et toi, tu suis encore un peu le circuit aujourd'hui? Tu as encore un peu de temps? Beaucoup moins. Beaucoup moins, pour être honnête. Je suis dans mon monde, si je peux le dire comme ça, des coachs.
de Mouratoglou d'essayer de faire au mieux. Évidemment, je suis les Belges. Ça partira jamais. Mais c'est pas comme avant, ça c'est sûr. Et ici, tu as vu Raphaël performer l'autre soir, c'était extraordinaire. Tu as commenté, parce qu'en fait tu es entre deux matchs de commentateur. Pour quelle télévision? VRT. VRT, ok. Et donc tu as commenté quel match? Là, j'ai fait les HK contre Bonzi. Évidemment, Bonzi a dû abandonner, mais c'est intéressant de voir le tennis. J'étais là mardi avec ma fille pour venir voir Zizou contre Rav. J'ai vu David. Et ça fait toujours plaisir de revenir dans une salle aussi où on a quand même vécu un moment extraordinaire en 2017. Tout à fait. En battant l'Australie pour aller en deuxième fois en finale. Oui, ça donne beaucoup d'émotions, quoi. Donc, non, c'est gai de voir ces gars-là. C'est super de voir comment ils avancent sur le circuit. C'est magnifique de voir comment ils vécu la Coupe Davis. Et donc, je pense que c'est très, très bien, quoi. Tu n'as pas de regrets par rapport à cette période de Capitana, le rôle que tu as pu endosser ça n'a pas été, parce que ça a été une sortie quand même assez difficile. Non, très difficile. Assez abrupte. Je vais pas réouvrir le débat. Mais oui, c'est quelque chose que j'adorais faire. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer avec tous les voyages que je faisais. Et j'ai adoré faire ça. J'adore encore faire ça. Sur la télé, on m'a demandé aussi, ça ne te manque pas? Évidemment, ça me manque. Je suis un peu jaloux quand je vois les joueurs, mais positif, dans un truc positif. Je vois encore plein de choses qu'on a mis en place. J'ai beaucoup de contacts avec Steve. C'est magnifique de voir que les gars, ils prennent ça comme ça, qu'ils sont prêts à jouer, qui se donnent à fond. Zizou, Sander, Joran, Alex, Kimmer, n'hésite pas d'aller en Australie et tout ça. Donc c'est magnifique de voir ça, cette jeunesse, cette envie de faire ça, l'énergie qu'ils ont, la confiance qu'ils ont et tout ça. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Mais c'est la continuité de ce que tu as mis en place. Je ne vais pas le dire, je vais pas dire ça moi-même. Je pense qu'ils ont j'ai eu énormément de contacts avec Steve, même quand j'étais là-bas, parce que je savais qu'il allait mon successeur. Je trouve qu'il fait ça super bien. Je pense qu'il y a encore des choses qu'on avait mis en place qui sont là-bas. Mais c'est super de voir comment ils croient dans leur qualité, d'aller en Australie sans peur. Et c'est magnifique à voir, quoi. Et tu penses que on est capable de battre les Français? Oui, sans doute. Oui. Ouais. Je pense que l'Italie, ça va être compliqué. Ouais. Mais la France, 50-50? C'est dur à dire, mais je pense qu'on a montré qu'on est très fort en Coupe Davis. On a presque gagné déjà en France en 2017. Et on va avoir un jour qu'on va arriver à battre la France. Et ça, pour moi, ça peut très bien être à Bologne. Je pense que les gars, ils vont être chauds, ils vont être motivés, ils vont être confiants. Et je pense qu'on ne va pas être lent. Donc oui, je pense qu'ils sont tout à fait capables à les battre. Après les Italiens, ça c'est quand même chez eux. Plus compliqué. C'est compliqué, mais à part ça, il n'y a pas énormément de pays. Tu as l'Espagne, s'ils jouent. Encore une fois, Alcaraz, déjà tu as un point que presque super. Après, tu dois déjà super bien jouer. Mais je pense qu'encore une fois, ce qu'ils ont fait en Australie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, justement, une dernière question par rapport à ça. Raphaël Collignon, il a absolument explosé depuis l'US Open. On a l'impression qu'il y a un déclic. Et ce qu'il a montré encore ici mercredi soir. C'est magnifique, ils n'ont pas peur. Et ils y vont, ils croient en eux. Et ça, je pense que ça vient aussi de la Coupe Davis, de l'entente qu'ils ont, la connexion qu'ils ont même dans les autres tournois qu'ils créaient en étant... le tennis buzz et tout ça, et c'est super bon à voir. Je suis content qu'on est arrivé à avoir une mentalité qu'on croit en soi. Et je pense que ça nous a limité quand même. C'est un peu l'état d'esprit belge d'être timide, de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense vraiment. C'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place en Coupe Davis, qu'on vraiment on croyait. Oser dire on peut gagner contre les plus grandes nations. Quoi. Et je pense que et surtout y croire. Il y a une différence entre le dire et les actions. Mais je pense que là, ils osent le dire et ils prennent l'action avec et la défaite s'il faut. Mais je pense que c'est beau à voir, c'est super. Et il faut continuer comme ça. Et j'ai l'impression que Steve, tu étais fort son mentor
quand tu étais sur le banc pendant tous ces exploits. Aujourd'hui, c'est Raph qui dit « Steve est mon mentor ». Et il y a une magnifique succession finalement. Oui, c'est magnifique. Je ne sais pas si on avait une super bonne connexion sur le terrain. On avait une super bonne relation aussi. Après, quand j'étais le capitaine, il était super respectueux par rapport à moi. Et toujours dit, écoute Johan, je attends ma place et tout ça. Et c'était vraiment magnifique. Et c'est un gars avec un cœur en or. Et je pense que là aussi, il a une super entente avec Raph. Et c'est dans une mentalité, une attitude positive que les gars ils se transcendent en haut. Oui, tout à fait. Je pourrais t'écouter longtemps parler. C'est toujours très agréable. Avec un grand plaisir. Ouais. Merci Johan, je te laisse partir et merci à très bientôt. Peut-être en Malaisie, qui sait. Je t'inviterai. Merci beaucoup. Au revoir.